Passionnante filmographie que celle du réalisateur Bertrand Tavernier. Bonjour Bertrand Tavernier, c'est moi qui aurai le grand plaisir de déjeuner avec vous dans cet hôtel. Coup de torchon, L627, Le juge et l'assassin, L'appât, L'horloger de Saint-Paul, Un dimanche à la campagne. Autant de films à travers lesquels il a prouvé que, comme il l'a dit un jour, les cinéastes sont les sismographes de leur époque. À propos d'époque, c'est au XVIe siècle que nous emmène La princesse de Montpensier, une histoire d'amour en pleine guerre des religions avec, en guise de convoitise, la mutine Mélanie Thierry. Qu'est-ce que vous tenez bien au fond, derrière les fourneaux? Oh, j'aime bien faire des plats traditionnels français, j'aime bien ça. Et puis quelquefois des plats exotiques, des tandoori. Ah oui. Mais j'aime beaucoup faire des daubes, de la volaille. Des réminiscences lyonnaises aussi, ou pas vraiment? Certaines, le poulet au vinaigre, oui. Oui. Poulet au vinaigre. Ouais. Et qui vous a appris au fond? C'est tout seul la nécessité? C'est moi, c'est le plaisir le plaisir de recevoir des gens, et puis un peu de les épater. Ouais. Voilà. Non, personne ne m'a jamais donné de leçon. J'ai appris, j'ai expérimenté, j'ai lu quelques livres. Et vous êtes comme votre copain Chabrol, malheureusement disparu. Même sur un tournage, vous êtes attentif à la... Je suis attentif à ce qu'il y ait une cantine excellente pour l'équipe, mais moi, je ne bois pas et je ne vais pas, ensuite, après le tournage, faire des kilomètres pour trouver un restaurant étoilé. Si je peux trouver un endroit simple où on peut dîner rapidement. Et moi, il n'y a que le film qui compte. Sur le tournage, il n'y a que le film. Est-ce que vous avez fait votre choix? Oui, tout à fait. Alors, croquettes de crevettes. Avec plaisir. Et la blanquette. Et la blanquette de voilà, j'ai suivi Monsieur Tavernier, donc ce sera croquette et blanquette. Des croquettes de crevettes et des blanquettes de veau. Merci. Quand on voit le film La princesse de Montpensier, on se dit qu'effectivement les conditions de tournage ont quand même dû être rudes. D'abord, il y a des scènes, évidemment, de guerre, de violence assez âpres. Mais bon, voilà, vous êtes en Auvergne, c'est quand même une topologie particulière. Donc, ça simplifie pas les tournages, j'imagine. Non, mais ça stimule. Oui. Ça stimule l'équipe, moi-même, ça me stimule. La scène de bataille, ça a été très, très difficile, surtout qu'on a dû le tourner très vite. J'avais des contraintes budgétaires et un plan de travail qui était sur le papier impossible à faire. C'était impossible de tourner aussi vite un film aussi compliqué, avec autant de décors, autant d'extérieur, et on y est arrivé. J'ai tenu tout, j'ai jamais eu de retard. Pas de dépassement? Non, rien. C'est incroyable sur un film comme ça. Tout a été tenu. Et la scène de bataille, on l'a faite dans la boue, sous la pluie. Je crois que c'est un des moments dans ma vie où j'ai eu le plus froid. C'est vrai? Et je voyais les figurants qui tombaient dans la rivière, qui devaient rester tendus pendant plus que de longues minutes, quelquefoisa des heures, dans la boue, puisque quand ils faisaient les cadavres, quand ils étaient censés... ça a été très, très, très difficile. Il y avait tellement de boue que quand on restait 5 minutes sans bouger, on ne pouvait pas repartir, pratiquement. Ah oui, à ce moment-là. On avait du mal, il fallait décoller les pieds. Et d'ailleurs, c'est un des seuls moments dans le film, je crois qu'on a dû perdre 32 paires de chaussures. C'est vrai que d'emblée, on est saisi, parce qu'il y a très vite une scène de bagarre. Il y a un moment, Lambert Wilson qui plante
sans s'en rendre compte, dans une femme qui... Une en dague, plus, une dague voilà. dans une... oui, et ce qui est un... Et là, à je vous l'époque, avoue que moi qui suis père depuis pas très longtemps, ça, c'était ce qu'il fallait obtenir. Aux États-Unis, quand on monte cette scène aussi, ça provoque mais qui était aussi ce qu'éprouvaient les personnages, parce qu'un meurtre là, était considéré comme un péché mortel. Contrairement à d'autres morts, on pouvait tuer et exécuter femmes et enfants à cette époque sans que ce soit considéré comme un crime de guerre, mais la mort mais tuer une femme enceinte, oui, ça, détruire une charrue, détruire un four à pain, c'était les 3, entre guillemets, crimes de guerre. Crime de guerre, oui, c'est ça, oui, ce qu'on appellerait aujourd'hui maintenant crime de guerre. Ouais. Lambert Wilson dit à un moment, je peux pas comprendre qu'on s'entretue pour le même Dieu. Oui. Et alors, évidemment, ça, c'est évidemment, cela a toujours été, mais cela est encore plus aujourd'hui d'actualité. Absolument. Est-ce que ça fait partie des aiguillons d'une histoire, puisque cette histoire était préexistante. Madame de La Fayette l'a écrite, enfin c'est une nouvelle de 60 pages, évidemment, que vous avez revisitée. C'est quelque chose de très important. Ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai fait le film. Moi, je suis parti de certaines émotions et en gros de 2 personnages, Chaban et Marie de Montpensier, avec la volonté de faire un film d'amour. Et puis ensuite, j'ai essayé de découvrir le monde dans lequel ils vivaient. Et en découvrant ce monde, je suis tombé sur tellement de choses qui me paraissaient modernes, qui me paraissaient fortes, qui me paraissaient actuelles, mais sans les solliciter, ça venait naturellement. Vous êtes parti de cette nouvelle très très courte de Madame de La Fayette. Et bon, voilà, un scénario, alors surtout que le film, je pense, dure 2h19, enfin, donc, une des dimensions que vous avez forcément rajoutées, j'imagine, c'est la dimension sexuelle, parce que c'est quand même très... Elle n'en parle pas, ça. Marie, mais là, ça me paraissait impossible de faire l'impasse sur leur première nuit. Et j'apprends, à ma stupéfaction, que les nuits de noces des familles nobles... Oui, c'est horrible. Riches, aisés, étaient publics. La première pénétration devait être publique. Un mariage étant une transaction commerciale, donnant lieu à des acquisitions de terres, de biens, d'argent, à une montée peut-être dans l'échelle sociale, il fallait être sûr que les parties... Oui, mais que les parties n'avaient pas été flouées. Oui, en plus, oui, c'est ça, qu'elle était toujours vierge, etc. Exactement. Donc qu'on allait voir le sang. Oui, absolument. Donc, j'ai dû montrer ça. Cette scène est incroyable, effectivement. À partir de là, vous vous dites, le lendemain matin, qu'est-ce qu'ils font ? Comment se parlent-ils ou ne se parlent-ils pas ? Donc, je veux dire, voilà, c'est un mot, une phrase, vous oblige à vous poser des questions. Et ces questions, alors c'est vrai que j'ai ajouté un grand nombre de scènes à Madame de La Fayette, mais à chaque fois, ces scènes respectent la ligne dramaturgique de la nouvelle. Générées par, voilà, c'est ça, par un mot, par une phrase. Ouais. Une des choses qui touche dans le film, c'est la jeunesse. Parce que bon, tous les protagonistes, enfin, je veux dire, la plupart des protagonistes sont jeunes. Alors évidemment, il y a le choix des acteurs et puis forcément de Mélanie Thierry. Alors, est-ce que finalement son premier casting était aussi épouvantable qu'elle le raconte, puisque bon, voilà, il y a cette histoire que je pense qu'elle avait été très énervée juste avant d'arriver. Parce qu'elle arrivait en retard. Ou bon, c'est des impondérables qui arrivent, je dirais pas épouvantable. Avec un flic, une ceinture de sécurité non mise dans un taxi. Oui, elle est arrivée pas dans les meilleures conditions. Mais sur le coup, pour elle, c'est épouvantable. Après, avec un peu de recul, finalement, ça ne l'a pas empêché d'impressionner pas mal de gens. Et puis de refaire d'autres essais, et puis dans les autres, petit à petit, de s'imposer et d'éliminer, de surclasser toutes les concurrentes. Et dès qu'on a fait aussi des essais en costume, elle a pris encore plus de force et de poids. Et mon épouse, qui était une grande supportrice de Mélanie, n'arrêtait pas de me dire, mais regarde, elle est unique. Il y en a d'autres qui sont bien, mais qui ressemblent à certaines autres comédiennes. Elle ne ressemble à personne.
Princesse de Montpensier a été présenté à Cannes, il a fait partie de la sélection officielle. Alors je me disais, vous, Cannes, au fond, vous connaissez parfaitement ce festival, mais surtout, vous l'avez connu à une période au début des années 60 où vous étiez attaché de presse. Oui. C'était un Cannes qui ne ressemblait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est Alors, il y avait une atmosphère et il y a certains aspects qui sont qu'on peut regretter. Il y avait parfois une convivialité plus grande. Là maintenant, il y avait un nombre de petits bars, de restaurants où on pouvait immédiatement se retrouver après une projection, discuter. Les gens se croisaient en rue, enfin il y avait... Discuter avec des cinéastes. Là maintenant, ça s'est américanisé de ce côté-là. Il y a... on ne se voit plus. C'était aussi une époque où, quand même, le président de Cannes imposait la sélection, notamment au niveau français. Il y avait des choix très discutables. Très bon appétit. Enfin, on voyait aussi à l'époque, au début des années 60, des films assez extravagants. Enfin, j'ai lu ça un jour, vous racontiez, c'est fou ce qu'on... Enfin, des choses qu'on ne verrait plus maintenant, mais qui étaient amusantes ou qui décoiffaient. Bien sûr, il y avait un côté moins solennel. Il n'y avait pas la montée des marches, qui est pour moi un calvaire. Mais cela dit, moi, je ne voulais pas aller à Cannes. Je ne voulais pas. C'était pour moi c'est une punition. C'est une punition. Pourquoi ? Parce que je pense qu'un film comme ça n'a rien à y faire. Il n'y a jamais aucune chance pour un film en costume d'intéresser qui que ce soit dans le jury. Et puis on va obligatoirement, comme le disait Chabrol, on va obligatoirement se faire attirer un ou deux papiers qui vont dire c'est un film académique. Comme disait Chabrol, dès qu'il y a un film avec une bougie, quelqu'un avec une bougie, il y a immédiatement des gens qui vont dire que c'est académique. Tout le monde, Chabrol lui-même l'a eu, mais on l'a dit de Max Ophuls, mais on l'a dit de Jane Campion. Moi, j'avais pas envie d'aller ça. J'aime pas la pression qu'on subit, j'aime pas ça. Je pense que Cannes c'est idéal pour un film comme le Xavier Beauvois. C'est formidable pour ça. Pour moi, c'est une épreuve. Et je pense qu'on pouvait très bien s'en passer. Mais au-delà, ce qui m'amusait aussi, c'était votre vécu à Cannes dans ces années 60, parce que même le public dans les années 60, le public du Festival de Cannes, était particulier. Il y a eu un gars, le public, il sifflait Antonioni et Schlendorf. Je me rappelle, le Désarroi de l'élève Torlest avait été copieusement sifflé par des gens outrés par l'audace du film. En revanche, dès qu'il y avait un coucher de soleil, les gens applaudissaient. Ça, c'était... Je me souviens de Scheherazade, qui s'était retrouvé, comme beaucoup de films Cossinor Marceau, de Gaspard Huit, Pierre Gaspard Huit s'était retrouvé sélectionné pour des raisons mystérieuses. C'était un film qui pour ceux qui l'avaient vu, méritait de passer à la postérité pour la réplique où Anna Karina, choix étrange, devait dire « Tu es généreux, Haroun al-Rachid ». Moi, c'est resté... C'était devenu un running gag. C'est resté célèbre pour cette phrase. « Tu es généreux, Haroun al-Rachid », qu'elle devait dire avec son accent un peu danois. Donc c'était difficile. Mais vous, à l'époque, vous étiez attaché de presse. Vous avez commencé comme assistant de Melville, mais en même temps, vous êtes devenu attaché de presse. Et j'ai l'impression que c'était une époque où on pouvait, enfin vous pouviez en tout cas retourner la vie de journalistes, même de journalistes du Monde. Enfin, les relations étaient différentes avec la presse à l'époque qu'elles ne le sont devenues. Les journalistes, il y avait beaucoup de journalistes qui s'y connaissaient, mais qui respectaient. Il se trouvait que nous, avec mon associé Pierre Rissian, on avait une énorme connaissance de l'histoire du cinéma, donc forcément, on ne prenait que des films qu'on aimait. Et c'est vrai qu'on était un peu terroristes, mais on était terroristes en sachant que, en gros, on connaissait mieux le cinéma que certains critiques. La critique, quand vous êtes passé de l'autre côté, est-ce qu'elle vous a ménagé ou est-ce que... Parfois oui, parfois non. J'ai eu tout, mais c'était... Est-ce que, comme Patrice Lecomte, vous avez un vrai problème avec la critique? Vous trouvez que... Voilà, y a une partie de la critique qui est une critique de Chapelle, dont on connaît les avis à l'avance, ils n'ont même pas besoin de film. Oui, ça c'est vrai que j'ai pas beaucoup de respect pour... Et puis il y a aussi la naissance d'une critique faite par des gens très jeunes, très arrogants,
c'est une critique de fanzine qui a un peu déteint ou qui s'est un peu emparé de tribunes à la télé. Alors vous avez des types une jeune fille qui vient vous dire vous trouvez Clint Eastwood, vous le trouvez pas un peu relou, hein, oui, c'est pas un peu ça, vous me dites ce côté. On va se valoriser, on va faire les malins. C'est vrai que la critique qui est absolument pas, qui ne prend jamais en compte le lecteur ou le spectateur, mais plutôt les deux copains qu'on veut épater. Ah, on va être plus maximaliste que le truc. Ah, machin a aimé, donc on va détester. Là, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que sur la longueur, les films gagnent toujours. Oui, c'est ça, les films gagnent leur vie. toujours. Ça, et Patrice Lecomte gagnera sur les critiques qui l'ont descendu. Il y a un film qui, à l'époque, qui était relativement récent, enfin L627, qui date du début des années 90, je pense, sur la drogue, sur les flics, sur leurs méthodes. Bon, à l'époque, Niels, votre fils, en a profité pour révéler que voilà, c'était quelque chose qu'il avait connu, l'enfer de la drogue, etc. Et je me dis, ça m'avait, moi, étonné, parce que je me disais, mais au fond, quelqu'un d'aussi bon et généreux que Bertrand Tavernier, parce que c'est vraiment ce que vous dégagez, je ne vous connais pas plus que ça, mais c'est ce que vous dégagez. En fait, tout le monde peut passer à côté de son enfant qui souffre. Tout le monde... Je me disais, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas vu? On n'apprend pas à être parent. On ne sait pas, on commet des erreurs. Moi, j'avais peut-être une difficulté de contact avec mon fils. On a découvert ça et je dois dire qu'à ce moment-là, avec ma femme à l'époque, on s'est, je pense, mobilisé. On a beaucoup essayé d'aider Niels, mais on a même fait des séances de thérapie familiale, puis on lui a trouvé des thérapeutes pour l'aider. Mais je pense que c'est lui qui s'en est sorti aussi, qui a pris la décision. Alors moi, j'ai essayé de l'aider en sous-main, je lui trouvais du travail, j'essayais d'accompagner ses efforts. Mais j'ai dû faire beaucoup d'erreurs à un moment. Après, il faut essayer de les rattraper. Mais ça veut dire qu'il y a une période où on ne voit pas... Enfin, oui. C'est ce qu'on se dit d'ailleurs même souvent des gens qui se suicident, mais comment n'ai-je pas vu? Et donc là, en fait, on peut vivre, je ne sais pas si vivre avec vous, voilà, mais avec un enfant sans se rendre compte que finalement, ça va plus mal qu'on imagine, quoi. Oui, parce que je ne pense pas que sa consommation était telle que ça changeait radicalement ses habitudes. Ça pouvait le rendre parfois plus irritable, ça pouvait l'amener à mentir, mais ça ne changeait pas. Il n'y avait pas de traces physiques sur lui. Bien sûr. Il s'est arrêté avant ça, parce que je pense qu'il a compris, il a senti, et qu'après, la manière dont il est remonté, ça a été formidable. Oui, maintenant, c'est devenu un documentariste. Enfin, il fait des documentaires, pas que ça d'ailleurs, mais ces documentaires sont incroyables. J'imagine que vous êtes fier de son travail. Magnifique. Il en a fait 2, 3. Il y en a un, là, qui vient de terminer. C'est absolument admirable ce qu'il fait. Et vous avez, alors ça, on le sait moins, vous avez aussi une fille, Tiffany, qui est romancière, qui écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle La Table, enfin qui est un roman un peu... sur des meurtres. Elle a travaillé avec vous d'ailleurs, elle a écrit des romans, elle travaille avec vous. Oui, elle avait 2 scénarios, dont un film dont je suis très fier, ça commence aujourd'hui, ça c'est un travail absolument juste, nécessaire, et puis après on a fait ensuite Oli Lola, aussi sur l'adoption au Cambodge. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même la place pour les enfants et pour les femmes aussi? Je me demandais, est-ce que le cinéma est un ogre ou est-ce qu'il laisse quand même un peu de place pour la vie? La création artistique est un ogre, Tabou dévore, et ça m'est arrivé dans ma vie, peut-être de ne pas laisser de place suffisamment à côté. Maintenant, j'essaye d'en donner plus, beaucoup plus. J'essaye, mais c'est difficile, vous avez une équipe de cinéma, des gens qui travaillent avec vous, ce sont des gens qui sont accaparants.
qui ont besoin de vous, qui vivent... Jour et nuit quasiment. Oui, Ouais. qui vivent mal les intrusions extérieures, mais en même temps, il faut un moment apprendre, et peut-être j'ai mis du temps, apprendre à poser des limites et à protéger. En 1 an et demi quasiment, vous avez présenté Les Brumes électriques, donc précédent film tourné aux États-Unis, en Louisiane, qui avait demandé, je pense, quand même des années de travail, enfin, Oui, oui. qui ne s'est pas fait sans mal. Et puis là, 1 an et demi plus tard, ce film, vous me disiez en commençant que finalement vous avez respecté les délais, mais dont on se dit quand même qu'il a aussi dû demander beaucoup d'énergie. Vous avez toujours plusieurs fers au feu, enfin ça devait être... J'ai toujours plusieurs fers au feu. Fers au feu Pas exactement, mais pendant ce temps-là, je milite aussi à la SACD. Je suis président de la commission cinéma à la SACD. Je suis président à l'Institut Lumière. On vient de faire le Festival de Lyon qui a été un triomphe, avec des gens qui sont venus de partout, y compris tout d'un coup quelqu'un qui est venu, qui dit « J'arrive de Belgique pour votre festival, pour venir voir les films ». Il avait fait le voyage. Nous, quand on était jeunes, c'est nous qui faisions le voyage en Belgique pour voir des films qui ne sortaient pas. La Cinémathèque à l'époque où la Cinémathèque royale projetait des films qui venaient beaucoup plus... Ou même l'Eldorado proposait des films Royal américains. Nord, oui, au Royal Nord, à l'Apollo. Et on allait voir des films dans un nombre de petites localités entre ici et Anvers. Ça, c'était... bon. Vous venez passer un week-end avec vos copains pour vous en mettre plein les yeux, quoi. Ouais. Et ensuite, d'ailleurs, j'ai fait sortir certains des films que j'ai découverts là, je les ai fait sortir en France, certains d'entre eux. Mais, oui, je travaille énormément, et c'est une passion. Et un film comme La Princesse de Montpensier a demandé beaucoup d'énergie, pas seulement pendant le tournage, mais pour arriver à convaincre les financiers. Pas les gens de Studio Canal et pas le service public français qui a soutenu le film, mais les banquiers qui ne voulaient pas qu'on fasse de film historique. Et probablement les banquiers, c'est devenu ma bête noire. Là, c'est vraiment des gens qui prennent plus aucun risque. Qui vous expliquent qu'il ne faut pas faire de film historique parce que le public ne veut pas en voir. Ça, je trouve ça terrible. Que c'est bon. Oui, c'est hallucinant. Enfin, c'est démodé. Alors que hier, il y avait une critique de Strasbourg des dernières nouvelles d'Alsace qui me disait, moi je trouve que vous avez, avec Le Prince de Montpensier, vous avez fait votre premier film rock. Oui. C'est un film rock. Oui. Et Les Jeunes sont un film rock, et c'est un film qui est filmé comme les films noirs de la Warner, avec le même rythme que les films noirs de la Warner. Ce qui est pas mal, c'est pas mal. Et il dit, l'habit du prince d'Anjou lui faisait évoquer Prince. Ah mais écoutez, moi je vous avoue que j'ai vu la moustache de Freddie Mercury et j'ai vu un peu le maquillage de Nicolas Sirkis dans Indochine. Mais ce qui rend le côté, enfin vous connaissiez sans doute pas ces références, donc mais ce qui le rend moderne, quoi. C'est d'essayer. Ben, je pense que ce sont ces gens-là qui ont copié sur les tableaux de l'époque. Bien entendu, bah évidemment. Prince est inspiré de gravures du XVIIe, du XVIe ou du XVIIIe. Il s'est inspiré dans ses habits, dans les couleurs qu'il choisissait. Et puis d'autres chanteurs rock aussi ont essayé de sortir de la mode américaine contemporaine. Juste retour des choses, donc finalement. Oui. Alors dites-moi, cette blanquette finalement, qu'est-ce que vous, le fin connaisseur, elle est tout à fait bonne. Moi, je suis un peu habitué à la blanquette avec du riz, mais je trouve les légumes sont très 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 bons. Et j'ai bien aimé la croquette de crevettes. Chaque fois que je venais à Bruxelles, je prenais soit des tomates crevettes, soit des croquettes de crevettes. Et ça, elle fait partie du top 5, ça va Oui, c'est très 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 bon. Soit qu'est-ce que vous aviez, le steak américain là. Oui, ce qu'on appelle le filet américain. Le filet américain. Ce nom un peu improbable, oui. Oui, le filet américain. Et là, on connaissait pas mal de restaurants. On allait boire de la bière après les projections.
Cuisine Créfelle, la qualité avec 10 ans de garantie.